Et comment évolue cette adhésion au régime nazi, plus on évolue vers la guerre et vers la fin de la guerre. C'est vrai qu'il y a des... Voilà, les hommes vont mourir au front, beaucoup de femmes vont se retrouver seules. Leur situation à ces femmes va changer au fur et à mesure de l'histoire de ce régime nazi. Comment elle évolue? Elle change matériellement. Elle change matériellement parce qu'en gros, à partir de 1936-38, le pillage interne à l'Allemagne commence à produire ses effets sur les non-juifs. Parce qu'il faut quand même avoir bien présent à l'esprit que les nazis ont dans la tête une économie de pillage. Donc on vole aux uns pour donner aux autres. On vole aux juifs allemands pour donner aux ariens allemands. Ensuite, on va voler les Slaves et les juifs d'Europe de l'Est pour donner aux Allemands. Ensuite, on va même piller la France pour donner aux Allemands. Il faut avoir bien présent à l'esprit que c'est comme ça que ça se passe. C'est pas une blague, hein. C'est pas une blague, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc tant que le pillage rapporte, 1933, 1938, bravo, tout se passe bien, on est heureux. 1940, on éclate les Français, quel bonheur. Vive Adolf Hitler, des lettres d'amour, des femmes qui font des tentatives de suicide parce qu'elles n'arrivent pas à le rencontrer. Je parle d'archives, hein, là, on a ces documents-là. Hein, bon. Et donc ensuite, il y a un moment où ça se retourne. Fin 1942, début 1943. La bataille de Stalingrad, le retournement, on commence à recevoir les petits faire-part de décès, mais par dizaines, puis par centaines. Et donc les morts arrivent, la mort vient. Et là, tout d'un coup, on voit, il y a Ursula von Kardorff, une femme qui a tenu son journal, elle raconte ça, comment à partir de janvier 1943, tout change, l'atmosphère change. Ça y est, ils commencent à avoir peur, les femmes commencent à avoir peur et commencent à vouloir quitter ce régime. Mais pas totalement, puisqu'il y aura jusqu'à la fin de la guerre des femmes qui continueront, on a des témoignages hein, à dire mais Hitler va trouver la super arme qui va nous permettre de battre les Alliés et de gagner la guerre. Donc il y en a qui ont gardé jusqu'au bout cet espoir. Sur cette bascule de 43, oui, bah, tout à fait, moi je suis tout à fait d'accord. C'est bien documenté par la recherche. Et puis le discours de Goebbels au Palais des Sports hein, de 43 qui annonce la guerre totale, il est en contradiction avec tout le discours antérieur puisqu'il dit il faut que tout le monde s'y mette et donc il faut que les femmes retournent au travail. Et en fait elles y sont déjà. Le nombre de femmes est déjà, les femmes elles sont déjà plus de 1 million je crois dans les usines d'armement dès le début de la guerre. Mais du point de vue... Entre-temps elles sont peut-être veuves, elles ont peut-être perdu un fils, tout ce discours qui a changé. Un membre de la famille. Voilà, il y a le discours a changé, c'est plus vous êtes au foyer, c'est on a besoin de vous pour gagner la guerre. Toutes les ressources doivent être mobilisées, notamment la main-d'œuvre féminine. Donc il y a ce retournement tout à fait de la guerre totale hein, de 1943 qui du coup est intéressant du point de vue de la propagande parce qu'il a fallu changer le disque en fait. Hein. Et ils les utilisaient partout, il faut quand même dire, hein, les femmes, ils les ont utilisées partout parce que là on parle de celles qui étaient au sommet de l'État, mais il faut imaginer qu'il y a des femmes gardiennes de camps de concentration. Oui. Et parmi elles, d'ailleurs, c'est ce que disait Marie-Bénédicte Vincent, est tout à fait juste, il y en a qui sont là contraintes, et il y en a qui sont là volontaires. Il y en a qui ont choisi d'être auxiliaires de la SS pour faire carrière dans les camps parce qu'elles savent qu'on gagne 1/3 de plus qu'une secrétaire au ministère de la propagande. Donc elles savent qu'elles vont mieux gagner sa vie. Donc elles vont, entre guillemets, à l'Est pour faire fortune. C'est la conquête de l'Est à la place de la conquête de l'Ouest qui est si forte chez les Américains. Donc il y a des femmes partout. Il y en a dans les usines, il y en a dans les usines d'armement et il y en a bien évidemment dans les camps de concentration qui vont, pour certaines, faire des carrières et des actes horribles. C'est-à-dire qu'ils vont participer dans les camps comme Majdanek ou dans les camps comme Auschwitz qui vont être des auxiliaires qui vont en partie servir notamment à gérer les commandos de femmes, parfois avec violence. Avec meurtre, il faut quand même dire la vérité. Il y en a une qui sera connue, qu'on appelle l'Ange Blond, qui va être en procès en 1945. Pourquoi? Parce qu'elle lâchait son chien sur les détenus. Elle était maître chien. Oui, tout à fait, à l'Est. Il y a ces gardiennes. Et puis, comme vient de le dire Fabrice Almeida, il y a toutes les professions qui sont mobilisées. Les professions classées habituellement comme féminines à l'époque, des puéricultrices, des secrétaires, des institutrices, des dactylos, qui vont être envoyés à l'Est. Alors ça a été chiffré récemment, on évalue à peu près à 500 000, je crois, le nombre de femmes. Oui, c'est le chiffre que j'ai sous les yeux, 500 000 femmes ont contribué à la colonie des territoires conquis à l'Est par les Allemands. Donc c'est massif, et c'est donc pour certaines jeunes femmes, c'est des débuts de carrière prometteurs, c'est des promesses évidemment de colonisation, il y a tout le rêve aussi de la colonisation derrière, donc c'est toutes ces professions féminines qui vont être finalement intégrées dans
dans la conquête de l'espace vital. Pour ces femmes, ça représente aussi une émancipation sociale, souvent des femmes de milieux sociaux défavorisés, qui, comme vous l'avez dit, vont sans doute gagner un tiers de salaire en plus que les fonctionnaires présents à Berlin. Oui, alors il y a l'indépendance. Contribué à l'émancipation d'un certain nombre de femmes allemandes qui jusque-là étaient issues de milieux défavorisés. Alors, il y a l'indépendance économique par le salaire individuel, hein, qui, pour certaines femmes célibataires, est important, puisque il y a un certain nombre d'épouses mariées qui ont été renvoyées quand même dans leur foyer au début du régime, parce que justement, on considérait, dans la fonction publique, on considérait notamment que si le mari gagnait sa vie, la femme pouvait être renvoyée. Donc, pour les femmes célibataires, c'est un moyen d'indépendance économique. C'est des professions associées à une campagne prestigieuse, hein, quand même. Nous, on voit la débâcle et on voit l'horreur. Mais à l'époque, on vend le rêve, la colonisation, la supériorité sur les Slaves. Et puis, il y a l'idée qu'elles vont être utiles, entre guillemets, dans ce projet, et reconnues pour leurs propres compétences. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Ouais. Est-ce que vous évoquiez la bascule de 43 dans l'opinion des femmes allemandes? Comment elle s'est caractérisée, cette bascule chez les femmes allemandes? Il y a eu des poches de résistance passive, j'imagine, peut-être. Il n'était pas question d'organiser des résistances au vu de tous dans ce type de régime. On peut en dire un peu plus sur ce qu'ont été cette situation, cette adhésion des femmes allemandes entre 43 et 45. Allez. Non, il y a quelque chose, alors je ne sais pas si c'est 43-45, mais il y a une injonction qui est de procréer quand même dans le régime nazi. Et la fécondité, par exemple, elle n'augmente pas durant le régime nazi. Donc il y a une résistance des ventres, on va dire. C'est-à-dire, il n'y a pas plus d'enfants sous le nazisme par femme, le taux de fécondité qu'avant, globalement. Donc la famille Goebbels, avec ses 6 enfants, c'est une famille vitrine, mais il ne faut pas s'imaginer que toutes les femmes ont 6 enfants. Donc rien que ça, je trouve que déjà, ça montre une distance vis-à-vis des modèles idéologiques qui sont, et a fortiori pendant la guerre. Et il y a des formes de... pendant la guerre. Faut pas l'oublier, il y a quand même des femmes qui se sont opposées au nazisme. Le grand exemple que moi je garde toujours en tête, c'est Marlène Dietrich, parce que c'est le symbole et qu'elle refuse, et qu'avant-guerre elle est partie et qu'elle veut pas coopérer avec ce régime-là. Donc il y a des femmes résistantes. Dans La Rose Blanche, une des figures essentielles est une jeune fille, même pas majeure d'ailleurs, qui va mourir décapitée. Donc il y a la Rose Blanche, mouvement de résistance. Donc il y a cette dimension qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que là, on a parlé beaucoup de l'adhésion, mais il ne faut pas oublier qu'il y a ça. Et puis il ne faut pas oublier toutes celles qui vont être travailleuses déportées forcées et qui vont se retrouver parfois pour certaines dans des bordels, dans des camps. Donc faut aussi avoir, même si c'est une ultra minorité, parce que on le dira jamais assez, il y a eu finalement assez peu d'opposition en fait politique au nazisme. La vraie opposition politique au nazisme, c'est quoi? C'est 20 000 personnes qui s'enfuient, 200 000 qui sont mises en camp pour un pays qui va compter à peu près entre 60 et 80 millions d'habitants. Donc vous voyez ce que je veux dire, on est dans des échelles qui sont très faibles. Donc après 43, en réalité, là où on sent le désaccord, c'est qu'en fait les gens ne vont plus dans les soirées où ils ne sont pas obligés d'aller. Et là, on voit les cercles qui se ferment. C'est-à-dire qu'en fait, une femme comme Ursula von Kardorff, justement, elle ne va plus du tout voir ces gens-là. Et il ne faut pas penser que c'est uniquement, j'allais dire, une démarche politique. C'est aussi un effondrement intérieur. La nourriture va petit à petit commencer à devenir rare. Enfin, j'allais dire, après avoir pillé toute l'Europe, à leur tour, ils vont connaître un peu la faim, et puis ils vont se dire, on ne veut plus être avec eux. Et ils commencent à faire le calcul inverse de, s'ils continuent de rester et de fréquenter ces gens-là, ce qu'ils risquent d'avoir après la défaite, parce qu'ils l'intériorisent à partir de, en gros, de la fin de l'année 44, tout le monde est à peu près sûr de ce qui va se passer. On va s'interroger, là c'est bientôt la fin de cette émission, il nous reste que quelques 5 minutes, sur ce qu'a été le travail des historiens concernant notre sujet du jour, c'est-à-dire l'adhésion, le degré d'adhésion des femmes allemandes au régime nazi. Et c'est vrai que les femmes allemandes ont longtemps été présentées comme des victimes dans ce régime. Victime. On l'a dit d'ailleurs, pion d'un régime phallocrate et souvent présenté comme profondément misogyne. Et alors, je vais citer Johan Chapoutot qui dit « Élaborée par les hommes, l'historiographie entretient l'idée que la guerre a été une affaire d'hommes, dit-il. Et il s'agissait
de sortir les femmes des radars dans ces fameuses recherches historiques pour ne pas écorner l'image de la femme naturellement pure et innocente, ce qui revenait à dire que toute l'Allemagne était pourrie. C'est pour ça qu'on a une approche des historiens jusqu'à il y a très peu de temps d'ailleurs. Je pense que peut être remise en question aujourd'hui par certaines historiennes justement de ce qu'ont été les femmes sous ce régime, les femmes allemandes. Donc il y a eu longtemps effectivement l'idée que les femmes étaient, sinon victimes, du moins innocentes du nazisme. Tout le monde n'est pas victime quand même. Elles n'étaient pas si innocentes que cela, à vous écouter. Je dirais que c'est un produit de l'après-guerre, ça. C'est un produit de l'après-45 sur lequel on a vécu dans l'historiographie jusqu'à quand même, je dirais quand même les années 80, depuis les années 1980-90, l'histoire des femmes a quand même nuancé fortement. Déjà, on essaie de déconstruire les femmes, ça veut rien dire. En fait, il y a plein de groupes, de milieux, et donc professionnels, sociaux, etc. Donc on essaie d'éviter de généraliser. Et puis justement, les recherches récentes vont pointer ces cas de femmes, on pourrait dire bourreaux, qui sont des cas extrêmes, ou les femmes fanatiques comme Magda Goebbels, qui sont des contrepoints, qui font contrepoint par rapport à cette vision qui était agréable en fait de l'après-Seconde Guerre mondiale, où on disait bon, il y a des coupables, mais on a circonscrit le cercle de manière claire. Il y a eu les procès, il y a eu Nuremberg, donc on voit bien qui étaient les coupables. Bon, maintenant ils sont soit morts, soit ils ont été sanctionnés. Bon, déjà on pourrait nuancer, mais et puis comme ça tout le monde est dédouané. Ça arrangeait tout le monde aussi. Et comme la société, en tout cas ouest-allemande, s'est construite quand même sur ce discours et cette représentation du nazisme, ça a été ensuite, il a fallu ensuite dans l'historiographie, je dirais, la dépasser pour aboutir aujourd'hui à un regard heureusement plus nuancé. Je vais vous donner la parole dans un instant. Vous êtes une spécialiste de la dénazification, je l'ai dit en vous présentant. La dénazification a-t-elle eu lieu du côté des femmes dont on a parlé dans ce débat après 1945 ? Oui. Alors il y a des femmes qui ont été tout à fait dénazifiées. Alors peut-être moins que les hommes, parce que la dénazification a touché inégalement les secteurs professionnels, et les secteurs professionnels qui ont été les plus concernés, notamment l'administration, c'est des secteurs encore très masculins en 1945. Mais par exemple, Leni Riefenstahl, qui est pourtant pas membre du parti nazi, elle a été dénazifiée par les Français dans leur zone d'occupation, et parce que c'était aussi au niveau international quand même une cinéaste qui avait collaboré, qui s'était compromise gravement dans le régime. Donc oui, on sait que des femmes ont été dénazifiées, bien sûr. Oui, il y en a eu pas de matière dans les procès de l'après-guerre, sur les procès de camps de concentration. Il y a eu plusieurs femmes qui... La chienne de Buchenwald, etc. Voilà, ouais. Pourquoi cette évolution du travail des historiens concernant ce sujet, la place des femmes dans le régime nazi ? Peut-être parce que, d'abord, il y a eu la prise en compte, effectivement, de la place des femmes dans l'histoire, qui est quand même un mouvement historiographique qui a commencé dans les années 80. Je pense à Michel Perrault, si jamais elle nous écoute, on lui fait un petit salut, qui a été une de celles qui a été pionnière là-dedans et qui a fait cette histoire des femmes. Et puis, il y a par ailleurs le fait qu'on a eu quand même une situation des femmes allemandes qui a été très marquée par l'après-guerre. Dans le récit collectif des Allemands, l'après-guerre, c'est l'âge du viol. C'est-à-dire qu'à peu près 2,5 million d'Allemandes ont été violées par les armées d'occupation, et notamment par les Soviétiques. Et oui, enfin bon, on va pas notamment, vous l'avez dit. Notamment, oui, mais faut pas penser qu'il y a qu'eux qui ont eu des comportements douteux. Voilà, enfin, on a eu quelques échos aussi de soldats américains. Donc voilà, bon. Donc il y a eu quand même ce phénomène massif qui a été très longtemps refoulé et qui est ressorti dans les années 80 et qui est fait, années 80, années 90, et qui fait que tout d'un coup, on s'est posé la question de la situation réelle des femmes, concrète. Et là, tout d'un coup, il y a des documents qui ont été publiés, des livres de secrétaires d'Adolf Hitler qui disaient « je suis apolitique », notamment une des secrétaires. Il y en a d'autres. Voilà. Et toutes ces petites sources qu'on n'avait pas tellement regardées, parce qu'on les regardait comme des produits de la nostalgie, de quelque chose des gens qu'il ne fallait pas voir, tout d'un coup, on s'est dit, qu'est-ce que ça nous donne si on essaye de regarder concrètement ce que faisaient les uns et les autres, sachant que nous ne sommes pas juges. Parce que les juges de l'après-guerre, ils devaient juger, effectivement, s'il y avait eu collaboration à un meurtre, à un crime. Nous, on est historiens, donc on peut regarder s'il y a un consensus, une participation ou pas. Je dirais que l'historiographie aujourd'hui, elle déplace peut-être un petit peu le regard actuellement, moins vers les figures de proue que on regarde plus la question du consentement. On dit le nazisme, c'est un régime qui
qui a obtenu le consentement, l'adhésion. Et donc, de ce fait, on est obligé de regarder les femmes, parce qu'elles composent la société comme les hommes. Et donc, ça a déplacé un peu les problématiques, parce que les nazis, les hauts dirigeants, c'est quand même massivement ils sont quand même tous des hommes. De déplacer le regard en se demandant, mais finalement, pourquoi la société adhère? D'où vient le consentement? Puisqu'il y a de la contrainte et du consentement. D'ailleurs, c'est très bien rappelé par Yoann Chapoutot dans le documentaire. Et ben, du coup, ça repose la question de l'adhésion des femmes. Voilà. Donc, c'est aussi un des points sur lesquels, aujourd'hui, sans doute, la recherche est amenée à réfléchir.